Bonjour à tous. Moi, je suis Charmily Dev, je suis neuropsychologue à l'UEROS de Limoges. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le travail de recherche que j'ai effectué pour mon mémoire dans le cadre du DU d'addictologie pratique et thérapeutique, donc, que j'ai réalisé sous la direction du docteur Timon, que je remercie encore. Hop. Donc, au niveau du plan, je vous présenterai rapidement ce que c'est que l'UEROS. On parlera très vite de la lésion cérébrale acquise et des troubles de l'usage de substances, puisque vous en avez déjà entendu pas mal parler ce matin. On s'arrêtera un petit peu plus longtemps sur le lien entre traumatisme crânien et troubles liés à l'usage de substances. Et puis, je vous présenterai la problématique de ma recherche, les résultats, quelques éléments de discussion et une petite conclusion. Donc, l'UEROS, unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation socio-professionnelle. C'est une unité qui a été créée en 1996 par la circulaire Bauduré, avec comme objectif de proposer une prise en charge spécifique et adaptée, favorisant l'insertion socio-professionnelle des personnes cérébrolésées. Il existe 31 UEROS en France, chacune a son fonctionnement propre, mais de manière générale, pour venir en stage, il faut une orientation de la MDPH qui donne droit à 840 heures de stage, donc qui peuvent s'effectuer en temps plein, ce qui correspond à du 6 mois à temps plein, mais ça peut aussi se faire sur du temps partiel, sur du séquentiel ou en continu. Le stage UEROS va permettre d'effectuer un état des lieux, donc un bilan qui se veut le plus complet possible, psychologique, cognitif, fonctionnel, social, afin de connaître la personne sous tous les angles, de l'aider à mieux se connaître, de l'accompagner à développer ses compétences, que ce soit au niveau du quotidien, au niveau des activités sociales, mais aussi professionnelles, et donc de l'aider à construire un projet de vie qui se veut réaliste et réalisable, qui tienne compte de ses envies, de ses besoins, de ses compétences, mais aussi de ses difficultés séquelaires. La lésion cérébrale acquise, comme on a vu ce matin, c'est une blessure qui survient au cerveau après la naissance, dont la cause peut être traumatique. C'est le cas des traumatismes crâniens, donc suite à une chute, un accident de sport ou un accident de voiture, ou non traumatiques, donc comme les AVC, les tumeurs, l'anoxie, ou encore les infections au cerveau. Et ces différentes pathologies vont entraîner des symptomatologies qui sont assez similaires, des troubles cognitivo-comportementaux, qui vont être responsables d'une perte d'autonomie, qui, comme on le disait ce matin aussi, n'est pas toujours visible de l'extérieur, et on va parler de handicap invisible. Si j'ai choisi, moi, de me centrer sur le traumatisme crânien dans cette étude, c'est que le traumatisme crânien, ça reste la pathologie principale des personnes accueillies en UEROS, même si c'est peut-être de moins en moins vrai. Alors, le trouble lié à l'usage de substances, donc l'HAS, pour l'HAS, il est basé sur l'identification d'un modèle pathologique de comportement dans lequel le patient continue à utiliser une substance malgré tous les problèmes liés à son utilisation. Donc, problèmes qui peuvent être personnels, familiaux, sociaux, on l'a vu aussi ce matin. Et on va retrouver dans la classification du DSM-5 donc des critères spécifiques qui vont permettre de graduer la gravité du trouble en addiction légère, modérée ou sévère. Le système neurobiologique qui est impliqué donc, de manière assez générale, c'est le système dopaminergique mésocorticolimbique, qu'on appelle le circuit de la récompense. Et de nombreuses études ont montré qu'il y avait effectivement des dysfonctionnements chez les patients addicts sur ces circuits neuronaux. Alors, cette comorbidité, addiction, traumatisme crânien, elle est fréquente. De nombreuses études ont relevé qu'entre un quart et un tiers des traumatismes crâniens surviennent sous l'effet aigu de l'alcool et que l'abus d'alcool est fréquemment retrouvé chez les patients qui ont un traumatisme crânien. Mais néanmoins, les liens entre addiction et traumatisme crânien restent complexes et la manière dont les deux interagissent est encore floue. Donc, je vous ai mis un article de Björk et Grant en 2009 qui ont cherché à savoir si le fait d'avoir un traumatisme crânien augmentait le risque de présenter un trouble lié à l'usage de substances. Ils ont retrouvé que le fait de consommer avant était prédictif d'une plus grande consommation après, mais qu'il n'y avait pas de preuve définitive pour conclure que les conséquences physiopathologiques en tant que telles du traumatisme crânien pouvaient provoquer une addiction. Donc les auteurs proposent des facteurs explicatifs comme le fait que les consommations pouvaient être des réponses adaptatives aux facteurs de stress psychosociaux liés au handicap ou à la douleur. Ou encore que certaines difficultés cognitives, notamment exécutives, au niveau de la prise de décision par exemple, pouvaient augmenter le risque de consommation abusive.
Une autre étude en 2002 d'Olsen et Corrigan, où ils ont montré une association importante entre traumatisme crânien et troubles liés à l'usage de substances, même s'ils notent qu'on va avoir une variation de la relation en fonction de la substance, et tout en sachant que la plupart des études ont été menées quand même sur l'alcool. Eux aussi proposent plusieurs mécanismes d'action plausibles qui pourraient expliquer que les effets biologiques du traumatisme crânien en lien avec la neuroplasticité seraient susceptibles d'augmenter le risque de dépendance. Mais là encore, ils n'ont pas de preuves suffisantes pour conclure que les séquelles neurologiques de la lésion cérébrale traumatique pourraient provoquer un trouble lié à l'usage de substances. Certaines études montrent qu'il y a une vulnérabilité si le traumatisme crânien a lieu dans l'enfance. Donc en effet, la lésion cérébrale qui va intervenir tôt dans le développement de l'enfant va perturber la maturation dynamique de certains circuits, comme le circuit de la récompense, dont on a vu qu'il était fortement lié aux addictions, et vont contribuer à l'apparition de consommation à risque. La majorité des auteurs, en tout cas, s'accordent sur le fait que lorsqu'il y a consommation problématique d'alcool avant le traumatisme crânien, le niveau des consommations redevient équivalent, voire plus important, 1 à 2 ans après l'accident, après ce que Corrigan va appeler la phase de lune de miel, qui est une période d'abstinence qui peut s'expliquer par le fait que le patient est en soins, il a un entourage important au niveau de la famille, mais aussi des soignants, des rééducateurs, et puis qu'il peut aussi avoir plus de mal à se procurer le produit. Et Corrigan dit d'ailleurs que ce temps serait un temps privilégié pour les prises en charge à type d'intervention brève, avec quand même le fait qu'il faut adapter ces interventions, puisque c'est une période où le patient va avoir des difficultés cognitives importantes, notamment mnésiques et attentionnelles, donc qui peuvent être gênants dans la prise en charge. Dans tous les cas, que la consommation elle soit pré- ou post-traumatique, elle va venir impacter négativement la réinsertion. Et c'est bien ce à quoi on est confronté, nous, à l'UROS. Justement, prendre en charge des personnes qui, quand elles arrivent, ont aussi, en plus de leur lésion cérébrale, des troubles liés aux addictions, avec lesquels on était un petit peu démunis et on ne savait pas trop comment faire. Donc, des fois, il y avait déjà une prise en charge addictologique qui était mise en place et les suivis se faisaient en parallèle. Mais voilà, c'était pas tout à fait... ça ne nous convenait pas forcément toujours. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité faire ce DU pour essayer de mieux comprendre un petit peu tout ce qui se passait et un petit peu cette problématique. Et c'est aussi dans l'idée d'améliorer les prises en charge que nous proposons sur l'UROS qu'on s'est un petit peu posé la question de comment ça se passait dans les autres UROS. Et donc, on a posé comme hypothèse pour la recherche que, de manière générale, les professionnels des UROS sont confrontés aux problèmes liés aux addictions, que ces problématiques addictives impactent la prise en charge et la réinsertion socio-professionnelle, mais que pour autant, il n'existe pas de dispositif spécifique pour les personnes qui présentent à la fois un traumatisme crânien et un trouble lié à l'usage de substances. Donc, au niveau de la méthode, alors tout simplement, on a envoyé un questionnaire au secrétariat des différentes UROS en France en leur demandant de le diffuser à l'ensemble de leurs professionnels. Donc le questionnaire, il a été élaboré en fonction des interrogations que nous nous sommes posées. Est-ce que les autres UROS sont confrontés à des bénéficiaires présentant des problèmes d'addiction? Est-ce que ça perturbe la prise en charge et la réinsertion? Est-ce que les addictions sont dépistées et prises en charge? Et si oui, de quelle manière? Et enfin, est-ce que les professionnels des UROS sont formés? Et où est-ce qu'ils orientent vers des structures, vers des partenaires extérieurs? Pour faciliter le traitement et la présentation des résultats, on a fait le choix de proposer un questionnaire à choix multiples, tout en laissant une possibilité aux professionnels de rajouter, d'étoffer leurs réponses avec une case autre à chaque fois. Donc, au niveau des résultats, alors la première chose, c'est qu'on a eu peu de réponses. Donc, parmi les 31 UROS, on n'avait que 12 UROS qui étaient représentés. Mais tous les professionnels qui ont répondu à l'enquête ont mentionné des difficultés liées aux consommations de tabac, d'alcool et de cannabis, dans de beaucoup plus faibles proportions à la cocaïne et aux médicaments. Et dans les réponses autres, on a eu tout ce qui était addiction aux écrans, aux jeux et aux achats compulsifs.
Par rapport au dépistage, on voit que la plupart des professionnels ont répondu non. Pour ceux pour qui il y avait des dépistages, ça se faisait essentiellement par le biais d'entretiens. Aucun professionnel n'a mentionné d'échelle spécifique. Et pour ce qui est de la formation, donc là aussi, la plupart des professionnels ne sont pas formés. On a eu quelques réponses de professionnels qui avaient bénéficié d'une sensibilisation. Alors c'était souvent 1 à 3 journées de sensibilisation. Et une personne qui avait une expérience antérieure dans des services d'addictologie et du coup était formée. Concernant l'impact sur les prises en charge, la plupart des réponses évoquent la majoration des difficultés cognitives et des troubles du comportement, ce qui est cohérent avec les données de la littérature, qui évoquent la potentialisation des séquelles neuropsychologiques du traumatisme crânien par une consommation chronique d'alcool, ou le fait que la consommation de substances psychoactives va entraîner des difficultés cognitives, mais aussi de l'impulsivité, des désordres émotionnels, des difficultés de cognition sociale. On peut se poser la question, là, est-ce que cette majoration des difficultés, elle est en lien, c'est juste le fait qu'il y ait des difficultés dans le traumatisme crânien et des difficultés au niveau de l'addiction, ou est-ce que l'interaction de ces deux problématiques va créer une entité particulière qui, du coup, demande une prise en charge aussi qui devrait être spécifique et particulière ? La deuxième conséquence citée, c'était l'instabilité du parcours, donc tout ce qui est absentéisme, ce qui là s'explique aussi par la définition de l'addiction, puisque le patient va passer beaucoup de temps à rechercher, à consommer, à se remettre des effets de la substance, et qu'elle peut être en incapacité de remplir ses obligations majeures, dont le travail fait partie. On a eu aussi des réponses par rapport à la difficulté d'établir une bonne alliance thérapeutique. Donc là, on peut se poser la question du contre-transfert, mais aussi de tout ce qui est stigmatisation, préjugés par rapport aux addictions. Et au total, on voit qu'une grande proportion des réponses citent les difficultés judiciaires, sociales, financières, qui vont prendre le pas sur la question de la réinsertion, qui finalement passe au second plan. C'est plus de la priorité pour les patients. Pour ce qui est de savoir s'il y avait des prises en charge proposées, on a eu la moitié des réponses des professionnels ont répondu oui. Cette prise en charge, elle se faisait essentiellement par la participation à des actions de prévention. Donc là aussi se pose la question, est-ce que ces actions de prévention qui sont à destination de la population générale, est-ce qu'elles sont vraiment adaptées pour des personnes qui ont une lésion cérébrale et donc les difficultés qui vont avec. Et puis ensuite, on avait tout ce qui était entretien motivationnel, participation à des groupes d'éducation thérapeutique, groupes d'information, prise en charge individuelle par le médecin ou le psychologue de l'UROS, et puis des orientations vers les structures extérieures. Et là, pour les structures extérieures, on voit que les centres d'addictologie sont bien identifiés puisque c'est la majorité des réponses qui vont dans ce sens. Au niveau des limites de l'étude, alors on a la question du biais de représentativité, puisque comme je vous disais, on a eu peu de réponses, mais aussi une limite concernant l'élaboration du questionnaire en lui-même. Alors, on a fait le choix de questions à choix multiples qui du coup peuvent aussi orienter un petit peu les réponses, tout en sachant que sur les réponses autres, on a eu peu d'informations supplémentaires au final. Et un manque de précision aussi de certaines questions. Par exemple, on ne sait pas si les professionnels qui ont répondu l'ont fait en fonction de leur pratique personnelle ou si c'est ce qu'ils savaient de ce qui se pratiquait dans l'UROS. Donc on peut aussi se dire que c'est peut-être pas complètement représentatif de ce qui se passe dans la structure. Et puis plus de précision aurait été intéressante aussi par rapport aux prises en charge proposées, puisqu'on ne sait pas exactement du coup dans ces prises en charge quel était le contenu, comment ça se passait exactement. Mais là ça pourrait être intéressant et ça pourrait être l'objet d'une étude à part entière. Voilà. Et enfin, le dernier biais important reste que cette recherche elle a été menée à travers le filtre des représentations des professionnels. Donc là, on parle en fait des consommations qui ont été jugées problématiques
par les professionnels qui ont répondu à l'enquête. Et il ne s'agit pas de troubles d'usage qui ont été diagnostiqués, hein, puisqu'on a vu que de toute façon, il y avait peu de repérage, de dépistage. Et du coup, ça pourrait être intéressant, mais ça sera peut-être le cas de l'enquête qui vous sera proposée tout à l'heure, de savoir exactement quelle est la proportion des personnes qui sont accueillies en UROS et qui présentent une problématique addictive. Voilà, donc un tableau pour conclure un petit peu, qui reprend les constats qu'on a pu faire dans cette étude et les pistes d'amélioration. Donc le manque de dépistage des addictions, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un repérage systématique en début de stage UROS, à la fois pour savoir et puis pour pouvoir aussi mieux proposer une prise en charge par rapport à la suite. Concernant l'impact des consommations, on en a parlé, une prévention qui intervienne très tôt, dès le début de la prise en charge rééducative post-traumatique, ça pourrait être intéressant. Des interventions spécifiques pourraient être intégrées aux prises en charge UROS, que ce soit vraiment un axe en tant que tel de la prise en charge qui est proposée, avec bien sûr qu'elle soit adaptée aux difficultés, et puis un accompagnement et des démarches de réduction de risque qui pourraient éviter là aussi les ruptures de parcours pendant le stage UROS. Tous ces axes nécessitent que les professionnels des UROS soient effectivement formés pour qu'ils puissent proposer réellement une prise en charge par rapport à ces problématiques. Et puis par rapport à l'orientation externe et la prise en charge, on a vu effectivement que quand ça se fait en parallèle, s'il n'y a pas forcément d'intégration des prises en charge, ça ne va pas forcément fonctionner, hein, qu'on ne peut pas découper la personne en fonction de ses problématiques, mais qu'il faut une prise en charge qui soit plus intégrée. Donc là aussi, le fait que les équipes d'addictologie soient mieux formées aux conséquences de la lésion cérébrale permettrait peut-être une prise en charge plus intégrée de ces deux problématiques qui pourraient être intéressantes à envisager.